Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, la comédienne que vous êtes a montré ses talents dans bien des univers. Vous entamez aujourd'hui une carrière de romancière en évoquant la recherche d'un plaisir perdu pour votre personnage, mais pas ce plaisir pour celles et ceux qui se plongeront dans ce livre avec plaisir, justement. Bonjour Gabrielle Lazur. Bonjour Jacques. Alors on se retrouve, vous avez fait tellement de choses, on vous avait reçu dans les clés d'une vie tout au début, mais là j'ai trouvé d'autres angles, d'autres dates pour parler de vous, et puis on parlera de ce livre à la recherche du plaisir perdu chez Héloïse d'Ormesson, qui est un livre assez étonnant. On garde la surprise pour tout à l'heure. Alors, j'en reviens à des dates, c'est le principe des clés d'une vie, et j'en ai trouvé une étonnante, c'est le 26 novembre 1976, c'est le jour où vous êtes devenue fille de ministre. Ah oui, c'est vrai. Mon père était pédopsychiatre à la base, a dirigé des hôpitaux psychiatriques et puis aussi il a été ministre des Affaires sociales de la Santé pour le premier gouvernement de René Lévesque, qui était... c'est lui qui a créé le Parti québécois pour la souveraineté du Québec. C'était Denis Lazur, je crois, son nom. Voilà. Et puis il avait essayé de se présenter aux élections. Et là, il devient ministre. Alors, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, d'ailleurs, pour être ministre pour les Québécois. Est-ce que ça ressemble à la France ou pas du tout ? En fait, le Québec, évidemment, c'était pas un pays, mais bon, c'est quand même un peu plus qu'une province. C'est quelque chose qui a une identité propre. Et oui, ça reste un ministre, mais c'est pas... On va dire, les hommes politiques là-bas sont un peu plus cool peut-être qu'ici. Ils sont moins... Ici, on a été ministre ou président, c'est vraiment littéralement à vie, on a l'impression. Et là-bas, c'est quand même un peu plus relax, quoi. Oui. Et la souveraineté du Québec, c'était un événement à l'époque. Oui, on parlait au début d'indépendance, tout ça. Après, ils ont dit souveraineté. Mais c'est vrai que même si ça s'est pas produit, il y a eu 2 référendums qui ont été très proches, mais qui finalement ne sont pas passés. Mais ça a quand même fait prendre conscience, je pense, aux Québécois de leur identité nationale et tout. Et moi, je trouve que c'était une bonne chose. Oui, et puis c'est encore le débat aujourd'hui où on essaye de préserver la langue française. Exactement. En France, on en a encore plus conscience parce qu'il y a de plus en plus de choses en anglais, même pour les comédiens et tout. Même si je suis moitié aussi américaine, mais... je défends la langue française quand même. Et votre père aussi a été champion de hockey, je crois. Champion, je ne sais pas, mais il a fait un record de prix quand il était à l'Université de Montréal dans une partie de hockey. Oui, c'est notre sport national aussi, un peu quand même. Les ligues d'improvisation sont nées sur les terrains de hockey. Exactement, c'est le même principe. Ouais. Alors, vous avez grandi à Montréal, mais vous êtes né à Philadelphie, Gabrielle Lazur. Oui. C'est bizarre. Mon père terminait ses études en fait de pédopsychiatrie là-bas. Il a rencontré ma maman qui, elle, était américaine de Philadelphie. Et donc, je suis née là-bas, aux États-Unis. Et une fois qu'il a eu fini ses études, on est retournés tous les 3 à Montréal. Philadelphie, d'ailleurs, c'est la déclaration d'indépendance des États-Unis le 4 juillet 1776 et la signature de la Constitution américaine 1787. Exactement, bravo. Alors, ce combat pour le Québec, ça a changé votre vie, un père ministre, finalement, Gabrielle Lazur, avec la protection? En fait, ça correspondait à peu près au moment où moi, je venais en France. Puis c'est vrai que je ne vivais pas avec mon père. Mes parents étant divorcés, je le voyais régulièrement, enfin, toutes les semaines et tout, mais je ne vivais pas non plus avec lui. Il était sans arrêt entre Montréal et Québec. Voilà, il avait quand même beaucoup de boulot, etc. Et j'ai un petit frère qui est né à peu près à ce moment-là aussi. Fils de mon père. Et moi, je suis arrivée en France en 1978, donc ça faisait que 2 ans. Mais il y a eu une année rigolote où, je pense que c'était en 1983, où j'avais 2 films sélectionnés au Festival des films du monde à Montréal. Et lui, à l'époque, était ministre toujours. Et donc, c'était marrant parce qu'on avait chacun notre chauffeur et tout ça. Puis il était venu voir les films. C'était sympa. Alors, il y a à cette époque-là, moi, je suis passé au Québec. Et il y a une chanson qui a marqué le Québec, c'est celle-ci. C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent. La langue de chez nous, Yves Dutheil. C'est Félix Leclerc qui avait conseillé à Yves Dutheil d'écrire et c'est devenu un hymne national. Je me souviens avoir vu Yves Dutheil au Théâtre Saint-Denis et la foule debout comme si c'était la Marseillaise. Ah oui. C'est étonnant. Oui, c'est vrai que c'était des chansons très populaires, quoi. Alors, vous êtes français par votre mère anglais, par votre père anglais, par votre mère Gabrielle Lazur, mais votre mère vous lui avez consacré un livre qui a eu un grand succès finalement. Je sais pas, en tout cas, ça m'a donné le goût de l'écriture aussi. J'ai découvert, j'ai trouvé que c'était vraiment super
d'exprimer l'énergie créative autrement. Et comme quand on est comédien, on ne travaille pas sans arrêt. En tout cas, dans mon cas, je ne suis pas non-stop sur les plateaux non plus. Donc, c'est super de pouvoir canaliser cette énergie créative. Et comme ça, on ne devient pas aigri. Il y a toujours quelque chose qui travaille et l'énergie, elle reste fraîche, quoi. Voilà. Et je me souviens que dans ce livre, vous aviez raconté qu'elle attendait les extraterrestres. Ah oui. Finalement, elle était en avance sur son temps parce qu'aujourd'hui, il y a un congrès qui prépare l'arrivée des extraterrestres à Limoges. Et il y a 3000 personnes qui sont allées au zénith de la ville pour préparer cette arrivée. Il y a plein de gens qui y croient. Il y avait des professeurs d'université, plein de gens très sérieux qui croient dans ces choses-là. Alors, au départ, vous deviez devenir médecin, Gabrielle Lazur. J'avais envie d'être médecin, puis j'ai entamé des études de psychologie. Mon père ne voulait pas m'envoyer aux États-Unis pour étudier, ce que je comprends tout à fait aujourd'hui, parce que vu le prix que ça coûte déjà. Et puis c'était trop long à Montréal. Et j'ai commencé un peu psycho, et puis finalement c'est ma mère qui est partie. Et je me suis rendu compte que c'était pas vraiment pour moi. Donc j'avais commencé à prendre aussi un peu des cours de théâtre, et je me suis toujours intéressée au cinéma déjà comme cinéphile. Et donc voilà, je suis arrivée à Paris pour au départ prendre un peu une pause. Je m'étais dit bon, je vais rester peut-être quelques mois, et j'avais demandé à la fac un semestre de break, et puis finalement je ne suis jamais retournée. Vos premiers cours de théâtre, c'était à 12 ans au Québec? Oui. C'était quoi? C'était une école? Bonne recherche. Oui, je prenais des cours dans le YMCA, quoi, un truc un peu associatif. Et puis, mon prof m'a fait jouer dans une pièce, d'ailleurs, avec des adultes. En fait, j'avais un petit rôle, mais c'était sympa. C'était quelque chose un peu comme c'était l'époque 68 et tout, le Vietnam. C'était le côté un peu hippie, baba cool, contestataire. Mais c'était The Plot to Overthrow Peter Rabbit, quelque chose comme ça, un peu absurde. Et ça m'avait bien amusé quand même. Oui, le goût de la scène est venu de là, finalement. Peut-être, oui. C'est vrai que mes parents n'étaient pas du tout là-dedans. C'est vraiment venu de moi, comme ça. J'aimais le cinéma, j'aimais le fait de pouvoir s'exprimer comme ça. Mais le théâtre au Québec est important. Moi, je me souviens, au Québec, quand j'y allais, il y avait des pièces partout à l'affiche. Oui, il y a beaucoup de théâtre au Québec, oui. Et je sais que le Québec a connu ses premières heures de gloire au Québec à la fin du 19e siècle avec le vaudeville à l'américaine et l'importation de Broadway. Ah oui, c'est possible. Oui. Mais les Québécois, de manière générale, sont assez... moi, je sais, quand j'étais ado, tous mes potes, ils faisaient de la guitare, du piano. Enfin, les gens, la musique et tout ça, c'est quelque chose de peut-être plus répandu que dans la moyenne des gens que je rencontre ici, quoi. Parce qu'on dit toujours que les Québécois sont des Français qui travaillent à l'américaine. Ah, c'est vrai, la mentalité est beaucoup plus à l'américaine. Moi, je suis toujours à l'heure et tout, alors que les Français, en général, ont minimum 10 minutes, un quart d'heure de retard. Quand on arrive à l'heure, des fois, on vous regarde de travers. Et puis, il y a le québécois. Vous avez appris le québécois, qui est une langue très particulière? Ah oui, mais je parle pas bien le québécois en France, parce que, regarde, toi, tu ris, là, tout le monde rit. Oui. Fait que je suis pas un clown non plus, là. Mais on l'apprend. Je l'ai jamais bien eu, parce que je l'ai entendu autour de moi, là, mais avec ma mère, on parlait en anglais, fait que j'avais pas vraiment l'accent québécois, mais je peux le prendre un petit peu, là. Ça m'est déjà arrivé dans des films, même je fais une petite pastille dans le dernier film de PEF, là, oui. Et je joue une Québécoise aussi, on a bien rigolé. Enfin, il y avait toute une bande de Québécois, c'était sympa. Il y a une chanteuse, Safo, qu'on a reçue voici quelque temps, qui a fait croire au début, pour passer à sa première audition chez Mireille, à la télévision, qu'elle était québécoise. Et ça a marché, personne ne l'a remarqué. Elle est super, Safo. Ouais. Alors, il se trouve aussi que, moi, j'ai vu des pièces en québécois, un jour à Montréal, je n'ai pas compris un mot. Oui, Michel Tremblay, par exemple, ça c'est une écriture quand même un peu, ça va loin dans la langue québécoise, un peu, mais comme il y a des régions en France aussi, quand on va dans le fin fond de l'Auvergne ou je ne sais où, il y a des dialectes presque où on ne comprend pas tout. Mais en fait, la langue québécoise, c'est la langue française qui s'est développée différemment, vu que c'était pas au même endroit, mais il y a plein de choses j'ai un ami qui avait étudié le français médiéval, et il y a plein de sons comme les mouets, toués, tout ça, ça vient du vieux français aussi. Et puis il y a le cinéma, car très jeune, vous découvrez le cinéma, Gabrielle Lazur, en voyant beaucoup de films. Oui, j'ai toujours eu un amour du cinéma. Je crois que mon premier film d'adulte, juste après Mary Poppins, c'était 2001, Odyssée de l'espace. Alors, ça m'avait fait vraiment un gros choc. Mais je suis allée beaucoup voir à Montréal. Il y avait quand même pas mal aussi de salles de cinéma indépendants, des salles d'art et d'essai. J'allais voir les films un peu des années 70, italiens, tout ça. Lina Wertmüller, enfin plein de films, Fellini et tout. Et j'aimais beaucoup, oui. Et le cinéma québécois, je me suis un petit peu renseigné aussi. Les premiers films, l'Église était toujours au cœur de ces films-là. Et le premier film sonore au Québec, c'est En Pays Neuf, réalisé par un abbé, Maurice Proulx. Ah oui. C'est vrai que l'Église est très importante, même encore aujourd'hui au Québec.
Oui, beaucoup moins. Il y a eu beaucoup d'églises. Déjà, physiquement, il y a plein d'églises, même à Montréal et tout, qui ont été transformées en malls, en centres d'achat ou en appartements, toutes sortes de choses, parce que les gens fréquentent quand même beaucoup moins l'église. Mais l'église fait vraiment... C'est nos monuments à nous, quoi. Ça fait partie de la tradition. La mère de mon père, elle a eu 12 enfants. Enfin, c'était comme ça, les très catho, il fallait faire des enfants, c'était comme ça. Alors, vous auriez pu faire carrière au Québec au départ, Gabrielle Lazur? Ben, j'avais besoin c'était bien pour moi de prendre des distances déjà par rapport à ma mère et tout. J'avais une relation difficile avec elle, d'où le titre de mon premier livre, La maman, cet océan entre nous, que j'avais conservé cette distance comme ça. C'est vrai que j'aurais pu aussi aller aux États-Unis dès le départ, mais pour ces raisons-là. Puis je me sentais bien en France. Enfin, c'était pas facile au début parce que les Parisiens ne sont pas forcément très accueillants quand on n'est pas soi-même parisien, même si on parle la langue. C'était pas simple, mais j'avais besoin d'être seule, de me construire un peu d'une manière autonome, et voilà, ça m'a Oui, mais en même temps, sauvée. vous pensiez rester 2-3 mois en France? Oui, je pensais pas rester si longtemps, et c'est depuis 1978 quand même, donc Ouais. j'ai passé la majeure partie de ma vie ici. Et qu'est-ce qui a fait le déclic que vous avez décidé de rester? Ah, je sais pas. Est-ce que c'est le vin, le fromage, les monuments, la beauté de la ville? Au départ, c'était pas les Français en tous les cas, parce que j'ai eu un peu du mal à m'accoutumer. Mais maintenant, je trouve que les Français sont devenus plus sympathiques. Oui, et ils vous accueillent avec plaisir, ils vous retrouvent toujours avec plaisir. Ouais. Et nous, on va se retrouver dans quelques instants avec une autre date de votre carrière, le 5 novembre 1981. A tout de suite sur Sud Radio avec Gabrielle Lazur. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gabrielle Lazur, nous parlerons de ce livre étonnant, À la recherche du plaisir perdu, chez Héloïse d'Ormesson. Et on revient à votre carrière. Et j'ai trouvé la date du 5 novembre 1981, car en Italie sort un film qui est Rosa, chaste et pure, qui est le premier film dans lequel vous êtes apparu à l'écran. Ah oui, c'est vrai. C'est un film italien un peu particulier parce qu'en fait, j'avais jamais connu ça. Enfin, déjà, c'était mon premier plateau de cinéma, mais il n'y avait pas de son direct. À l'époque, en Italie, même dans les années 60, 70, Fellini, tout ça, les acteurs ne parlaient pas en vrai. Ils disaient « Oh non, mais dites des chiffres, dites n'importe quoi ». Et donc, il y avait des acteurs qui parlaient italien, il y avait Fernando Rey qui parlait espagnol, et moi en français. Et tout ça, c'était un joyeux mix. Alors, vous arrivez en France et vous tournez en Italie, c'est bizarre quand même. Ah, bah c'est comme ça, hein, il faut voyager. Oui, mais c'est la première fois que vous étiez à l'écran dans un petit rôle, et je crois que c'était Laura Antonelli qui était voilà. la star du film. Exactement. Et à l'époque, elle ne vivait pas encore avec... Elle commençait à vivre avec Belmondo. Oui, ils étaient déjà ensemble. Ouais. Et c'était une liaison passionnée et assez tumultueuse. Alors, c'était un certain Salvatore Samperi qui a mis en scène. Hein, mais en même temps, il a fait d'autres choses célèbres depuis. Alors, le film sort en 84 en France, bizarrement, mais vous avez fait d'autres choses entre-temps, dont Le Prix du danger avec Yves Boisset, qui est un film qui a beaucoup marqué votre carrière et qui a marqué le public. Oui, ça a marqué le public et ça a marqué parce que même le réalisateur, donc Yves, il a fait aussi même un procès parce que c'était une chose qui a été reprise un peu par les Américains. Après Running Man, la même idée, c'était vraiment précurseur, c'était en avant de son temps parce que jusqu'où aujourd'hui vont certaines de ces émissions de télé-réalité et tout ça où les gens sont prêts à se mettre en danger pour obtenir quelque chose, et il y avait vraiment ce thème-là dans le film et c'était à fond, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé. Puis la rencontre avec Michel Piccoli aussi, j'adorais cet acteur. Oui, c'était un homme d'une gentillesse extraordinaire. Vraiment super. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on parlait de télé-réalité alors qu'elle n'existait pas. C'est ça, c'était vraiment bien avant, quoi. C'était incroyable. Alors, il y a aussi ce film avec Alain Robbe-Grillet que vous avez tourné, qui lui aussi a fait scandale. Oui, La Belle Captive, c'était... Alors moi qui débarquais un peu, enfin ça faisait quand même 2 ans que j'étais en France, mais je savais pas ce que c'était, moi, le sadomasochisme et tout ça. Et en fait, c'est des années après, je me suis rendu compte de ce que ça racontait. Et c'est pour ça que j'ai pu jouer le rôle d'une manière très candide, comme ça, à fond. J'étais, c'est une vampire, il y a le truc. Ah oui, elle est captive, ils l'ont attrapée, elle est prisonnière et tout ça, mais j'avais pas du tout compris qu'il y avait ce truc un peu de domination. Mais c'était très beau, j'aimais beaucoup l'image aussi, il avait un côté poétique. Et Henri Alcan, le chef opérateur qui avait filmé La Belle et la Bête de Cocteau, enfin, il y avait, c'était très artistique, c'était très inspirant. Mais quand les critiques sont parues et ont justement évoqué tout ça, ça vous a pas surpris, Gabrielle Lazur ?
Sur le coup, oui, c'est ça. J'étais un peu... finalement, j'avais participé à quelque chose sans vraiment savoir dans quoi je m'engageais. Cela dit, je me suis pas du tout sentie... Il n'y avait pas d'agression, comme en ce moment, il y a plein d'actrices qui parlent de comment elles ont été abusées quand elles étaient jeunes actrices. Mais oui, mis à part que Alain Robbe-Grillet, il arrivait, me mettait le corps dans une certaine position parce que tout était par rapport à des références. Lui, c'est très intellectuel comme ça. Mais non, ça va, ils ont été... j'étais nue à un moment, mais c'était pas une scène d'amour et c'était tellement bien éclairé, j'avais le sentiment presque d'être habillée par la lumière, donc j'ai pas eu vraiment de problème avec ça. J'ai compris l'enjeu artistique et ça va. J'étais déjà majeure et j'avais déjà fait un peu des études de psycho, j'avais pas 15 ans non plus, quoi. Voilà. Mais moi, je me souviens, France Gall, qui, elle, un peu avant, avait chanté les sucettes sans se rendre compte. Sans se rendre compte, exactement. Mais elle était plus jeune aussi, mais bon, voilà. Elle a compris quelques années plus tard, mais elle n'était pas contente, je crois. J'imagine, ouais. Alors, il se trouve qu'Alain Robbe-Grillet est quand même un personnage assez sulfureux. Et à l'époque, je crois qu'il donnait des cours en plus à New York régulièrement. Oui, régulièrement, il était là-bas. Je vois, comme moi, j'ai ma tante, la sœur de ma mère, qui vit à New York depuis toujours. Et je voyais aussi des trucs arriver que lui, voilà, il allait faire des lectures, faire des conférences dans les universités et tout ça. Il était très apprécié des intellectuels américains. Le nouveau roman, tout ça, c'est... Voilà. Il a été élu à l'Académie française, mais il a refusé d'y aller parce que c'était trop vieux, ce que les académiciens ont très mal pris d'ailleurs. J'imagine, parce qu'il devait être plus âgé qu'eux en plus. Exactement. Alors, il se trouve aussi qu'il y a un film qui vous a rendu aussi très populaire, c'est La Crime de Philippe Labro, Gabriel Lazur. Oui, c'est vrai que ce film-là, peut-être comme Philippe est très aussi c'est un journaliste comme vous à la base et connaît bien la com et voilà, donc il y a eu une manière de, on va dire, de sortir ce film par rapport à la presse et tout. Ça a fait beaucoup de bruit, quoi. On l'a beaucoup vu dans la presse et donc oui, et puis c'est passé très souvent à la télévision après, je crois aussi. Oui, et puis il y a eu quand même avec Claude Brasseur, Jean-Louis Trintignant, Jean-Claude Brialy, vous étiez en bonne compagnie. Ah, c'est clair. Et pour vous-même, c'était une façon de progresser encore en France? Oui, certainement. En tout cas, au niveau du public, je pense que c'est ce qui m'a fait connaître parce que le film de Robbe-Grillet, c'était moins commercial, on va dire, et ça, la Crime, c'est vrai que c'est un peu ce qui m'a fait connaître. Et ça a changé votre carrière? En fait, la seule chose qui m'a un peu dérangée avec ce film-là, c'est qu'il y avait une image justement très précise qui était voulue par le réalisateur, d'une femme assez sophistiquée finalement. Et moi qui suis plus d'un univers, enfin d'acteurs, de jeux d'acteurs plus réaliste, on va dire, dans le côté authentique, un peu acteur studio et tout ça. J'ai joué une journaliste de Libé et je trouvais ça bizarre qu'elle soit habillée dans un tailleur comme ça avec sa petite jupe et je me sentais pas... J'ai fait de mon mieux, on va dire, pour me mettre à l'aise visuellement dans ce personnage tel qu'il le concevait, mais j'étais pas hyper à l'aise et après on m'a comme cantonnée dans ce rôle-là de femme sophistiquée et tout, alors que je m'habille pas trop comme ça dans la vie. En fait, j'étais plus rock'n'roll dans la vie. Donc, c'est un peu une image que j'ai traînée par la suite. Oui, mais en même temps, ce film a bien marché. Et vous n'aviez pas pris de cours de théâtre ou de cinéma depuis le Québec? Si, j'en avais pris, pas au Québec, j'en avais pris en France, à Paris. Et puis après, j'en ai pris aussi à New York. Donc j'avais quand même pris des cours de théâtre. Non, j'étais pas trouvée dans la rue. Non, ça n'existe pas beaucoup. Ça quand même, ça peut arriver, mais non, j'avais fait un chemin pour arriver là. Oui, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui est né dans la rue et dont une chanson est liée à un film aussi qui a marqué votre carrière. Souvenir de nos beaux jours de l'été, lorsque nous partions cueillir mille fleurs, mille baisers. Johnny Hallyday, souvenir. Ah ben oui. Une de ses premières chanteurs. Alors c'est qu'il a chanté cette chanson en première partie de Raymond DeVos, l'humoriste à l'Alhambra. Ah oui. Il s'est fait huer, à tel point qu'on a voulu le vider et le virer le lendemain. Et Raymond DeVos, qui était une star à l'époque, a dit « S'il s'en va, je m'en vais aussi ». Il a défendu, c'est génial. Et Johnny ne l'a jamais oublié. Et aux 80 ans de Raymond DeVos, il est venu dans les bras de DeVos en disant « Sans toi, je ne serais pas là aujourd'hui ». Ah, c'est génial. Au moins, c'est bien, il a de la mémoire, quoi. Et Souvenir, effectivement, c'est un film qui a aussi marqué votre carrière, Gabriel Lazur. Et qui raconte ça. D'ailleurs, dans le film, on voit le jeune chanteur qui essaie, des fois, ils se font huer ou pas. C'était comme ça à l'époque, les concerts où on à l'applaudimètre, pardon, et où il reste, où il part. Oui, c'était donc d'Ariel Zetoun. Moi, j'ai beaucoup aimé tourner dans ce film aussi. C'était une belle aventure et j'ai adoré la rencontre, même si elle était brève, avec Annie Girardot, qui était tellement une femme et une actrice exceptionnelle.
Mais oui, il y a eu plein de choses qui m'ont plu sur ce tournage aussi. Et puis, vous étiez professeur de musique dans ce film, je Oui, crois. exactement. Et là, justement, la musique, ça fait partie de votre vie. Petit, petit bateau qui voit. Petit bateau, chanson interprétée par Gabriel Lazur, ça c'est aussi une autre de vos activités. Oui, ben la musique, en fait, j'avais sur un autre tournage peu de temps avant Souvenir et un petit peu avant La Crime. Il y avait un film qui s'appelle Sarah, où il y avait Jacques Dutronc et Gabriel Yared, qui est un grand compositeur de musique, qui faisait la musique du film et qui était présent sur le tournage. Et c'est un peu grâce à lui que j'ai commencé à m'intéresser à la musique. Il m'a dit, si tu as envie de faire de la chanson, il faut que tu apprennes un peu la musique, etc. et tout. Et c'est vrai que j'avais fait un film avec Denis Berry, qui est décédé maintenant, là, qui s'appelait Last Song, où je chantais aussi un peu dans le film français mais en langue anglaise. Et voilà, donc j'ai fait plusieurs petites aventures musicales au fur et à mesure. Et le petit bateau, là, ça c'est extrait du petit album que j'avais fait en 90, où j'avais fait après une tournée de concerts et tout. Mais oui, j'aime bien. La tournée de concert, c'était aussi quelque chose d'important. C'est très rock'n'roll, la tournée de concert. Oui, c'était génial. J'ai adoré faire ça. C'est épuisant, je trouve, parce qu'en plus, on se met plus en danger pour moi quand on chante, surtout quand ou des chansons que j'avais choisies, que j'interprétais ou que j'avais écrites moi-même. Mais émotionnellement, il n'y a pas ce filtre du personnage et du scénario. On raconte quelque chose un peu plus en prise directe et c'est plus troublant, je trouve. Oui, c'est un autre investissement. Et la pochette aussi avait fait scandale, non? Je crois que... il y a deux pochettes, en fait, parce qu'il y avait une première pochette qui est apparue au Japon et où je suis nue, mais je suis prise en photo par une de mes amies où le corps est nu, mais on voit pas, on va dire, les parties intimes. Et après, pour la maison de disques a voulu, pour la France, on a fait une autre version, une autre pochette avec juste un portrait plus sage, on va dire. Parce que pour moi, la photo nue, c'était parce que justement, la chanson, c'était une sorte de mise à nu, c'était où je me révélais plus ma vraie personnalité, etc. La mise à nu, elle est uniquement morale dans les clés d'une vie. Oui. Et on va se retrouver avec une autre date importante dans votre vie aussi, le 27 août 2018. À tout de suite sur Sud Radio avec Gabriel Lazur. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gabriel Lazur. On a parlé de vos débuts au Québec, de votre arrivée en France, de vos premiers films, de la chanson. Et on parlera tout à l'heure de À la recherche du plaisir perdu, ce livre étonnant chez Héloïse d'Ormesson, avec encore une nouvelle activité et une nouvelle facette de Gabriel Lazur. J'en reviens au 27 août 2018, premier épisode de ce feuilleton. Un si grand soleil, dont vous avez été une pionnière, Gabriel Lazur. Oui, je faisais partie de la première saison, donc une des deux familles qui étaient présentes au tout début de ce feuilleton. Et c'était une belle aventure. J'avais jamais travaillé sur un feuilleton quotidien. Et c'était intéressant. C'est une sorte de gymnastique parce que tout va très vite et beaucoup de caméras et ça bouge tout le temps, plusieurs plateaux, etc. Donc au final, on a choisi, comme un accord, j'ai pas continué pour la suite, mais ouais, justement, comme je jouais une grand-mère là-dedans et que pour moi, en fait, le personnage était un petit peu caricatural quand même dans le truc. Bon, elle fait à manger, la mamie, quoi. Oui. Et Mamie Nova, style. Et puis, je m'identifiais pas trop là-dedans. Et c'est vrai, quand on fait quelque chose qui est récurrent, je trouve on devrait s'inspirer de la vraie personnalité des acteurs parce que c'est plus simple aussi à incarner quand c'est un peu tout ce qui m'a donné aussi les petits où je m'étais créé un petit personnage mémé point G et tout. J'ai dit attends, mais les vieilles elles sont pas là que pour faire la bouffe, elles peuvent faire autre chose aussi. Et tout ça c'est des choses qui ont permis aussi à peut-être le roman de germer aussi, de défendre l'identité de la femme mûre autrement que dans des clichés de grand-mère. Enfin, ce feuilleton a été très populaire dès le départ. Oui, il est toujours, je pense. Oui. Ça marche bien. Hein. Oui, ça marche bien. Mais là, en plus, c'était des tournages où il fallait apprendre les textes rapidement. C'est très particulier. Oui, tout va très vite. Oui, c'est à Montpellier. En plus, il fallait faire les allers-retours tout le temps. Alors, à la fin, je crois que vous partez au Canada. Oui. Ils m'ont pas tué. Ah, c'est gentil, au moins. Je suis pas morte. Oui, vous pouvez revenir. Donc, qui sait Alors, justement, les feuilletons au Québec, c'est très différent de la France. C'est des feuilletons de longue durée. C'est plus que le sitcom. Je crois que le premier, La famille Plouffe, était en 53. Ah, oui. Et puis, il y a eu Jamais 200 toits avant que ce soit en France. Et Un gars, une fille, quand c'est après la France. Oui, c'est eux qui ont créé Un gars, une fille. Voilà. Ça a commencé là-bas, ouais. C'est vrai que c'était particulier, les feuilletons de votre enfance au Québec?
Ben moi, je regardais pas beaucoup la télé. Notre mère était pas très pour la télé. Elle appelait ça des idiot box. Et puis voilà, c'était pas encouragé, on va dire, à la maison. Je sais, je regardais une fois par an, comment c'est The Yellow Brick Road, là, comment s'appelle ce petit conte de fées, un peu des enfants. Enfin bon, je regardais des films comme ça de temps en temps, mais je regardais pas. Si, j'avais une série américaine que j'aimais bien, c'est Green Acres, les arpents verts, parce que j'aime bien les cochons. Oui. Et il y avait un petit cochon là-dedans, Arnold Ziffel, il s'appelle. Il y avait Zaza Gabor, et puis c'était une sorte de famille qui vit sur une ferme. Et au lieu d'avoir un chien, ils ont un cochon. Et ce cochon, il fait tout ce que fait le chien. Il apporte le journal comme ça dans sa bouche et les chaussures. Et je trouvais que ce cochon était magnifique. Voilà. Donc c'était mon émission préférée. Voilà, et en même temps, vous aviez le temps de lire, d'étudier et de penser au théâtre. Et voilà. Alors, il se trouve que vous avez fait aussi d'autres apparitions dans des séries télévisées comme Camping Paradis, le Bureau des légendes. À chaque fois, vous apparaissez pour quelques scènes. Vous aimez bien ça? Oui, ça peut arriver, mais quand c'est des séries intéressantes, comme même dans Versailles aussi, je fais le rôle d'une bonne sœur, une mère supérieure, et ça j'ai adoré parce que j'avais jamais joué ça avant. Déjà, quand on a le costume, c'est toute une expérience. Moi, je pense que même les petits rôles, même si c'est juste des apparitions, si c'est quelque chose de fort et qu'on a quelque chose d'intéressant à défendre et dans un univers qu'on aime bien, moi je suis pour. Hein. Mais surtout que vous avez à peu près touché à tous les genres, Gabrielle Lazur, au cinéma. Un petit peu, c'est vrai, ouais. C'est pas si courant chez les comédiennes. Oui, puis ben là, récemment, j'ai le truc qui passe depuis le mois de janvier là, sur Disney+, le biopic sur la mode, sur Cristobal Balenciaga, où je joue une journaliste justement qui faisait un peu la pluie et le beau temps à l'époque, dans les années 40-50. Et là aussi, c'est tout un travail avec les perruques, les costumes, de se mettre dans une autre époque. Et là, c'était la première fois que je jouais un personnage qui avait réellement existé et voilà, que les gens avaient pu voir avant. Et c'était intéressant aussi. Mais c'est vrai que là aussi, ça a évolué maintenant avec toutes ces chaînes. Oui. La carrière d'une comédienne ne se termine plus à 40 ans. Ah non, puis avec les plateformes, là, c'est vrai qu'il y a d'autres possibilités. Puis il y a des personnages. C'est vrai il y a moins de rôles en vieillissant. C'est pour ça aussi que j'ai écrit ce roman, parce que ça pourrait donner lieu à un personnage pour une actrice de ma génération. Ou pour vous-même? Pas vrai. Bah, vous voyez, elle est rousse, elle a des gros seins. Donc déjà, je suis pas vraiment dans le casting, je suis pas parfaite. Puis ça serait sympa que ça soit une Américaine qui est vraiment américaine à 100% et qui parle français avec un accent, etc. Enfin bon, on verra si un jour ça se fait. On va en parler tout à l'heure. Alors, ce qui m'a étonné aussi, c'est les rôles très variés au cinéma, parce que vous avez été aussi bien dans la Révolution française de Robert Enrico que dans C'est beau une ville la nuit de Richard Bohringer. Ce sont deux univers très différents. Oui, ben c'est ça qui est intéressant quand on est acteur, c'est de pouvoir rentrer dans l'univers de quelqu'un, d'être un peu malléable et de pas toujours jouer la même chose. C'est l'intérêt. Richard Bohringer, c'est un univers très particulier. Oui, ben, il m'avait rencontré au tout début parce qu'il a eu ce projet il y a très longtemps. Et en fait, je crois que c'est sa fille qui a joué le rôle principal au final. Mais au début, il avait eu le projet et sa fille était très jeune et il m'avait parlé du rôle principal, mais c'était des années avant. Voilà. Et il se trouve du coup, là, je fais une participation, quoi. Voilà, mais il se trouve que son livre, pendant des années, il l'a proposé à tous les éditeurs. Il a galéré. Hein. Ils ont tous dit non. Jusqu'au jour de Noël, il a dit on va le sortir comme ça et ça a fait un tabac. Ça a super bien marché, ouais. Et c'est un personnage étonnant, Bohringer aussi. Oui, poète aussi, hein, ouais. Il faut le suivre, exactement. Et puis, il y a eu un film qui a marqué votre carrière aussi, avec quelqu'un à qui on pense souvent, c'est Marie Trintignant dans Noyade. Oui, ça a marqué pas que ma carrière, mais ça a marqué mon cœur aussi pour plein de raisons que vous pouvez imaginer. Oui. Mais on était restés amis après, et puis on faisait un atelier de théâtre ensemble et tout ça avec Alexis Tikovoy. Enfin, on se voyait souvent jusqu'à ce qu'elle parte vivre dans le sud, donc je la voyais moins quand même après, mais c'était vraiment une amie, oui. Oui, c'est vraiment un gâchis parce que c'était une grande comédienne en puissance. Grande comédienne et belle personne, et oui, c'est vraiment terrible. Moi, je me souviens de ma première rencontre avec elle. Elle devait avoir 18 ans. J'étais allé interviewer sa mère, Nadine Trintignant, à Paris. Et elle était là, elle avait un regard étonnant. C'est-à-dire quelque chose de très profond qu'on ne rencontre pas souvent. Très intense. Et c'est grâce à elle, un peu, que j'ai fait la musique aussi. En tout cas, que j'ai rencontré la personne avec qui j'ai fait mon album, parce que c'était un ami du père de son premier enfant, Richard Kolinka, qui était batteur dans le groupe Téléphone. Exactement. Donc, ce circuit musique aussi passe par Marie. Voilà. Et Richard Kolinka qui continue à faire des concerts aujourd'hui.
Alors, il y a eu aussi un film très récent, c'est Les Vengeances de Maître Poutifard de Pierre-François Martin Laval. Voilà, c'est ce que je raconte, là où je parle québécois. Mais là aussi, c'est un univers très différent. Oui, complètement différent. C'est la première fois que je fais le truc de grosse comédie, là, mais c'était sympa parce que moi, j'adore dans la vie, j'adore rigoler, puis on me propose jamais de comédie, donc ça m'a fait plaisir de le faire. Voilà. En même temps, c'est vrai que plus on vous propose de rôles différents, plus ça ouvre des champs pour d'autres rôles. Ah, il faut espérer, oui. Alors, il y a eu aussi votre côté metteur en scène. Vous avez réalisé, je crois, c'était en 96, un court-métrage qui s'appelait Regarde-moi. Oui. Effectivement, avec Nathalie Cardone et Carlos Lopez qui jouait dans Les Nuits Fauves, lui. Et Nathalie, elle a fait plusieurs films. Et ouais, c'était une super expérience aussi. Et Nathalie Cardone, qui est la mère de Jim Boer. Ouais, qui est devenue chanteuse et qui son fils est chanteur magnifique voilà, aussi. et elle, je crois qu'elle vit dans le midi de la France aujourd'hui, très discrètement. Possible, ouais. Alors, comment c'est venu justement la mise en scène d'un court-métrage, Gabrielle Lazur? J'avais en fait envie de faire un long, et puis c'était une productrice québécoise qui est devenue très importante depuis, qui s'appelle Denise Robert, qui m'avait dit « Est-ce que tu as fait un cours ?» J'ai dit « Ben non », puis en fait, plus ou moins, je m'étais engueulée avec mon mec la veille, et j'ai écrit un truc vite fait, et donc ce film, il ressemble plus, on va dire, à une séquence peut-être qu'on aurait pu tirer d'un long métrage. Il n'a pas vraiment la construction propre, je pense, pour être vraiment un court-métrage formidable, mais c'était un bon essai et j'avais une super équipe et à l'époque j'habitais à la campagne, donc on a fait ça chez moi dans la maison, dans le jardin, et c'était une super expérience. Je crois qu'il y a eu Rendez-vous, un second court-métrage aussi, qui a été en projet. J'ai vu ça sur Internet. Je sais pas. Non, que moi j'ai réalisé, j'avais fait un court-métrage avec ma sœur à Montréal quand j'étais très jeune, que j'ai monté par la suite, que j'ai mis sur une petite chaîne YouTube comme ça, enfin sur ma page où il y a les vidéos, mais c'est jamais sorti en fait. C'était quelque chose d'un peu confidentiel. Voilà. En même temps, vous pourriez un jour faire un long-métrage, réaliser un long-métrage. Pourquoi vous l'avez pas fait, Gabrielle Lazur? J'ai eu un projet aussi, mais qui était un peu ardu, qui était pas simple. Il y a eu différentes personnes qui s'y sont intéressées, puis finalement après j'ai laissé tomber. Là, dans mon livre, ce qui m'intéresserait, ça serait de vendre les droits pour l'audiovisuel, mais pas forcément de réaliser, mais éventuellement de participer au scénario. C'est vrai que je lis beaucoup de scénarios, puis quand on vote pour les Césars aussi, on voit énormément de films, on voit une centaine de films par année. Donc oui, j'adore vraiment le cinéma. Oui, mais vous pourriez être réalisatrice parce que vraiment, vous avez la connaissance du sujet. C'est possible, bon, on verra bien. Puis après, il faut que les gens vous fassent confiance. C'est un commerce aussi, c'est un business. Alors, il y a un film que vous avez tourné aussi, dans lequel vous avez tourné, qui ne pourrait, à mon avis, pas être réalisé dans les circonstances actuelles. C'est un russo-ukrainien, Igor Minaev, La robe bleue. L'Ukraine et la Russie, c'était le moment de la paix. En fait, je pense qu'il est ukrainien au départ, mais comme il a étudié, à l'époque, c'était l'URSS, donc il se considère russe aussi. Enfin, j'ai dit, tu bouffes à tous les râteliers, mais c'est vrai, il est un peu les deux. Et oui, c'était une belle rencontre aussi, parce que c'est tout un autre univers, il y a une autre poésie, un autre langage. Là, j'étais censée être russe, justement, dans le film, mais bon, c'est une femme qui est devenue plus ou moins muette suite à un choc. Donc, elle n'a pas de dialogue, alors ça tombe bien. On n'entend pas mon mauvais accent. Mais vous avez quand même présidé le jury d'un festival de films russes à Honfleur. Oui, c'est drôle, à peu près à la même époque. Qu'est-ce que c'était, ce festival ? C'était déjà en Normandie, là-bas, c'était intéressant de voir des films. Moi, ce que j'adore être membre de jury dans les petits festivals comme ça, c'est qu'on voit des films qui souvent ne sortent pas dans les salles, et ça permet de voir des petites pépites, de découvrir des choses, de découvrir d'autres cultures, d'autres univers, et aussi de rencontrer d'autres personnes qui sont dans le jury. C'est convivial, c'est une bonne manière de rencontrer les gens. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Et puis, il y a aussi le théâtre, et notamment avec la version à la scène de ce film célèbre. Vous avez joué Autant on emporte le vent à la scène, à Saint-Étienne et à Marigny, à Paris. Oui. Ça, c'était quelque chose. Autant on emporte le vent, c'était presque... T'as 3 heures sur scène, qui aujourd'hui n'est pas grand-chose, parce qu'aujourd'hui, il y a des pièces qui durent 18 heures, voire 24 heures. Mais oui, 3 heures sur scène, c'était quand même déjà quelque chose, et c'était intense. D'ailleurs, l'acteur qui jouait Red Butler était aussi pas russe, mais pas loin, était polonais, aussi avec ce tempérament slave comme ça, très intense. Et c'était Daniel Benoît qui a fait la mise en scène, et c'était mes premiers pas vraiment au théâtre, et c'était super parce que c'est très engageant physiquement, justement. On est comme un peu le chien de Pavlov, tous les soirs on se remet un peu dans cet état, et
J'ai trouvé ça magique, l'adrénaline qu'on a quand on va sur une scène, parce que même si on est malade à crever, ben on trouve la force, on y va et ça nous porte, quoi. Puis c'est un classique quand même. Et oui, ça n'avait jamais été monté au théâtre, mais je pense qu'il y avait aussi une raison. C'est pas évident à monter quand même au théâtre, mais c'est tellement une belle histoire. Et Olivia de la Villande, qui est morte il y a 1 an ou 2 ans, Oui. Elle a vécu à Paris jusqu'à 104 ans. On était la même église, la cathédrale américaine. Et elle habitait pendant des années entre Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, et Jean Poiret. Elle avait l'hôtel particulier entre les deux. C'était assez étonnant quand on allait chez elle. D'un côté, il y avait Poiret, de l'autre côté, le président de la République. C'était aussi une femme extraordinaire. Je pense que oui, elle était vraiment, puis elle a vécu très longtemps et une belle vie, quoi, une vie riche. Voilà, c'est ce que je vous souhaite aussi. C'est gentil. Avec plein de choses à faire, dont ce livre qu'on va évoquer à travers la date de sa sortie, le 3 octobre 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Gabriel Lazur. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Gabriel Lazur, on a parlé de vos débuts, de votre carrière au cinéma, au théâtre. Et puis le 3 octobre 2024 est sorti un livre, À la recherche du plaisir perdu, chez Héloïse d'Ormesson. Votre premier roman. Alors là, c'est quand même quelque chose d'étonnant. Vous avez écrit un roman érotique. Oui, alors je ne sais pas si c'est érotique vraiment. Il y a 1 ou 2 scènes, on va dire peut-être un peu érotiques. Mais c'est cru. Et ça, c'est un parti pris, c'est volontaire. C'est parce que justement, comme on parle des femmes à la maturité, on va dire après la ménopause, tout ça, après la cinquantaine, on parle de l'invisibilité de ces femmes, qu'elles deviennent transparentes et tout. Ben moi, j'ai voulu faire l'inverse, donner chair à cette femme. Et comme c'est un peu tabou, et ben justement, au contraire, je montre cette femme, ce qui se passe à l'intérieur d'elle. C'est aussi comme parfois les femmes, elles ont honte de la manière dont le corps se transforme et tout. Ben justement, c'est pour dédramatiser tout ça et enlever le tabou et voilà. Et comment est venue l'idée ? Ben, c'est plein de choses différentes, je pense. C'était venu aussi beaucoup parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont dans des situations où elles se retrouvent seules parce que suite à une rupture où le mari est parti pour une plus jeune ou ci ou ça. Et souvent, elles disent non, mais c'est pas grave, je m'en fiche, c'est pas besoin de ça dans ma vie maintenant et blabla. Parce que c'est vrai aussi qu'il y a une réalité qu'à partir de cet âge-là, avec les changements hormonaux et tout, on a souvent une baisse de libido. Sauf qu'après, chacune est libre d'en faire ce qu'elle veut et de pouvoir cultiver quand même le désir et conserver cette part de plaisir. Parce que c'est même, je le dis dans le roman à un moment donné, c'est même l'Organisation mondiale de la santé qui le dit, c'est bon pour la santé de jouir. Alors pourquoi s'en priver ? Alors, c'est un côté féministe aussi parce que les hommes, la plupart des hommes, ils continuent jusqu'à pas d'âge, quoi, jusqu'à la fin, les petites pilules bleues aidant et tout. Et je me dis non, c'est pas juste. Il faut que les femmes aussi, elles puissent continuer à faire l'amour. Voilà. Alors, il y a une chanson des années 80 qui correspond exactement à la philosophie de votre livre. La vie commence à 60 ans, quand on la connaît mieux qu'avant, et que l'on a... Tino Rossi qui fait son retour à 60 ans et qui dit la vie commence à 60 ans. Ah, il faut que je découvre cette chanson, j'adore. Mais c'est le thème du livre finalement. Un peu, oui, c'est comme dit 60 is the new 16. Alors, vous racontez donc l'histoire d'une femme qui est donc victime de ce que les hommes appellent le démon de midi, avec 10 ans de retard, c'est ça ? Je ne sais pas si c'est un démon de midi. Il se trouve, elle est dans son couple depuis 40 ans, fidèle, et il ne se passe plus rien dans leur intimité. Donc, et elle se sent... bon, à un moment, ça lui convient, puis à un moment, ça lui convient plus. Et voilà, le livre, ça commence, elle va tomber sur une affiche de site de rencontre adultérin et ça va la troubler. Elle ne comprend pas pourquoi ça la trouble et elle va partir sur un chemin d'aventure et d'expérience, quoi. Donc, vous avez mené une enquête préalable sur les sites de rencontre ? Pour savoir comment ça marchait, comment ça fonctionnait, Gabriel Lazur? J'y suis allée. Je ne suis pas le personnage. Bien sûr, c'est une libraire. Ouais. Elle est mariée depuis 40 ans. Moi, je n'ai jamais été mariée. J'ai connu plusieurs hommes dans ma vie. En fait, j'ai volontairement aussi créé un personnage qui a très peu finalement d'expérience. Elle a couché avec 2 hommes dans sa vie, son premier amour au Colorado et son mari. Donc, d'une certaine manière, pour toutes les femmes, même qui ont une vie un peu sage, elles peuvent, en lisant le livre, se dire « Ah bah... pourquoi pas moi ?» Enfin, c'est pas un mode d'emploi, mais on va dire ça ouvre des portes que peut-être certaines femmes n'oseraient pas ouvrir. Alors, justement, je crois que son mari a été journaliste à Libération et le jour où il a pris sa retraite, ça a été fini.
Ben, c'est-à-dire que c'est aussi lui, j'inverse le schéma classique donc de la femme qui se fait délaisser, c'est lui finalement qui se laisse aller, comme on dit, qui a pris du poids, qui est plus le même qu'avant, même intellectuellement, elle est plus du tout dans ce truc de passion, d'énergie, et elle s'ennuie quoi. Elle se fait chier avec son mari, donc elle va faire comme font les hommes. Enfin bon, il faut lire le roman pour savoir les détails, mais je veux dire, elle va suivre son chemin et sans trop se soucier de... Voilà, elle garde l'équilibre de son couple et puis voilà, le temps de faire ses expériences et voilà, après on verra jusqu'où ça l'amène. Mais c'est vrai que elle découvre une nouvelle énergie, elle est connectée d'un seul coup avec quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que ces sites de rencontres, c'est un phénomène sociétal, mais toutes les générations, même les personnes très jeunes y vont. Et les gens ne se regardent plus tellement dans la rue. Les gens déjà, je pense avec MeToo et tout, malheureusement, il y a que des bons côtés, hein, pratiquement. Mais sauf que pour les hommes, je pense que c'est pas simple. Ils osent plus brancher une femme dans la rue. On peut plus draguer, on peut plus. Bon, qu'est-ce qu'ils font? Les gens, on les voit dans le métro partout. Bah, ils regardent sur les applis, sur les sites de rencontres. Ça se fait comme ça, quoi. Mais Marc Simoncini, qui a créé le premier site mythique, en fait, il avait créé un site sur le Minitel Rose. Et un jour, dans sa cuisine, un matin, il s'est dit, mais pourquoi pas aller plus loin? Il a engagé 3 personnes et finalement, il en a engagé 300. C'est énorme. Hein. C'est devenu énorme. Il y a 400 employés et un chiffre d'affaires. C'est vrai qu'au début, il y avait le Minitel Rose. Je me souviens de ça. J'étais jamais dessus, mais j'avais un ami qui le faisait. Je trouvais ça drôle. Et c'est Xavier Niel, qui aujourd'hui est le propriétaire de Free, qui a lancé le Minitel Rose et qui a fait fortune grâce au Minitel Rose. Alors, donc, cette femme, elle est sur tous les sites. D'abord, elle fait un profil. Et là aussi, il y a des profils très particuliers. Vous racontez que, et c'est utile pour les femmes qui se mettront sur ce profil, sur ce site, il y a des profils très particuliers, il faut les respecter. Et il y a des profils aussi qui sont, on va dire, il y a beaucoup de faux profils. Il y a des personnes qui mettent des photos qui ne sont pas eux. Donc, on le voit souvent, c'est des photos un peu... C'est tellement facile de voler une identité de quelqu'un, des photos qu'on prend sur une page Facebook ou n'importe où, et ça ne correspond pas. Donc, il y a un phénomène qu'on appelle les brouteurs, qui sont des voleurs, en fait, qui travaillent à distance, qui ne vont jamais rencontrer leurs victimes et qui entretiennent une relation très intense et tout ça. Et il y a toutes sortes de choses, il y en a pour tous les goûts, quoi. Donc, je pense que vraiment, il faut savoir ce qu'on veut, ce qu'on cherche, et pour pas tomber dans la gueule du loup non plus, il faut essayer de faire un petit tri et puis partir du principe que tout ce qu'on ne voit pas, il y a peut-être des choses qui sont cachées volontairement, donc il faut se méfier un petit peu et... Parce que les brouteurs, justement, votre héroïne en est la victime. Elle est tombée sur un monsieur de New York qui est soi-disant qui va très bien et puis il a des problèmes avec sa fille. Il demande de l'argent. En fait, voilà, c'est souvent des gens qui racontent au départ, elle est... Pourtant, c'est une femme intelligente, mais elle va être sensibilisée parce qu'aussi communique en anglais, qu'elle est américaine, donc il y a une sorte d'intimité qui se crée. Et puis, sur les photos, elle le trouve super, mais elle n'arrive jamais à le voir. Comme par hasard, lui, son truc, ça fonctionne jamais. Donc, elle a un doute, mais pas vraiment. Et puis, elle fait quand même confiance. Donc, oui, effectivement, elle va se faire arnaquer. Voilà. Et donc, il y a dans ce livre votre héroïne qui vit un nombre... pas considérable, mais important d'aventures avec des hommes très différents, dans des situations très différentes, Gabrielle Lazur. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans l'univers des sites de rencontres, c'est que si on ne met pas de filtre par rapport aux revenus ou la géographie ou l'âge, on peut rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés dans la vraie vie, qui viennent de milieux totalement différents, de couches sociétales différentes et tout. Et elle, même intellectuellement, elle trouve ça intéressant de s'ouvrir parce qu'elle a toujours été plus ou moins avec le même type de personnes dans ses amis et tout. Et là, d'un seul coup, ça l'ouvre à d'autres expériences. Mais au départ, c'est une femme qui ne cherche pas, elle cherche pas à se caser. C'est pour ça qu'elle vit plusieurs expériences, en fait, parce qu'elle cherche pas l'amour. Elle a déjà, elle a son mari, mais elle veut des sensations. Elle veut, et c'est ça qui est un peu tabou aussi dans le livre, parce qu'une femme de 60 ans qui se met sur Mythique pour chercher, qui a perdu son mari ou je ne sais quoi et qui cherche à refaire sa vie, ça serait plus acceptable. Mais une femme qui a juste envie de jouir et qui a envie de profiter de la vie, ça fait un peu bizarre, mais pourquoi? Il y a pas de raison. C'est une fiction qui est peut-être réalité pour beaucoup de femmes. Voilà, c'est les femmes, peut-être elles n'osent pas, et puis pourquoi pas? Puis peut-être parfois... Comme par exemple sur Tinder, apparemment, il y a des gens qui se sont mariés alors que c'est pas un site qui est voué à ça. Et que sur Mythique aussi, qui est plus voué à les vraies rencontres, il y a des gens qui y vont simplement pour baiser. Enfin, tout est possible. Vous avez épluché tous les sujets, vous avez regardé j'ai étudié. Moi, je suis comme vous, je prépare, je fais bien mes devoirs. Alors, justement, pour être remarqué, il faut un profil idéal. Et ça, vous l'évoquez dans le livre, Gabrielle Lazur.
il faut un peu, oui, trouver une petite phrase d'accroche ou quelque chose qui donne envie, quoi. Mais il faut savoir que de toute façon, sur ces sites-là, en général, il y a plus d'hommes que de femmes. Donc, en tant que femme, on a plus de chances quand même de se faire repérer peut-être qu'un homme, quoi. Oui, surtout que pour les femmes, c'est gratuit. Exactement. C'est assez particulier. Ouais. C'est comme ça. Alors, il se trouve que ce qu'il y a aussi, c'est que elle est libraire et finalement, il y a d'un côté sa librairie avec sa passion pour certains auteurs et sa culture. Pourquoi est-elle libraire? Quel rapport? C'est comme ça? En fait, je me suis dit que c'était un bon métier pour ce personnage parce que c'est une Américaine qui vient en France pour étudier à la Sorbonne, qui est passionnée par la culture française, qui est curieuse, donc je me suis dit que c'était intéressant qu'elle soit libraire et pourquoi pas. J'avais pas envie d'en faire justement une chanteuse. Je voulais pas que ça soit comme un alter ego de style de vie comme moi. Je voulais qu'elle ait une vie normale, mais quand même quelque chose un peu dans la culture. Et il m'est venu cette idée-là. Voilà. Et puis il y a toujours une bouteille de brouillis à sa disposition. Oui, c'est plus facile de faire ces choses-là quand on est un peu détendu. Un petit verre, ça fait pas de mal. Pensez que plein de femmes vont se reconnaître dans ce livre ou ça va leur donner des envies? Il y en a que ça va peut-être choquer. Je pense qu'il y en a qui, en tout cas, même mon éditrice, elle est de ma génération aussi. Donc, c'est ce qui lui a plu aussi au départ, c'est qu'on donne cher aux femmes de 60 ans parce que on n'en parle pas beaucoup. Puis, il y a eu, Yann Moix qui a parlé, qui disait qu'il ne pouvait pas coucher avec une femme de sa génération. Et dans mon roman, finalement, le personnage, elle n'a pas trop envie de coucher avec des mecs de son âge non plus, quoi. Voilà, donc ça peut être une sorte de réponse aussi à ça. Il y a des jeunes qui débarquent, venus de n'importe où. Plutôt jeunes, oui. Voilà. Mais en fait, c'est souvent parce que c'est avec les jeunes que ça fonctionne, parce que dans la vraie vie aussi, souvent les hommes, à partir de 40, 45, souvent ils ont envie d'être avec des femmes plus jeunes. Donc, qu'est-ce qui reste aux vieilles, finalement? C'est les jeunes. En plus, votre héroïne a eu une éducation puritaine, donc ça la change totalement. Elle a fait l'amour qu'avec 2 hommes dans sa vie. Donc, d'un seul coup, c'est vraiment tout un monde qui s'ouvre. Et puis, je pense qu'elle se dit aussi, carpe diem, pendant que je suis encore bien, en bonne santé, allons-y. Une fois qu'on commence, c'est comme, j'imagine un mari qui trompe sa femme la première fois, puis après, il s'aperçoit qu'elle n'a rien vu. Peut-être qu'il va continuer. Hein. Voilà. Mais là, le mari ne voit rien, en plus. Il ne voit rien. Alors, il se trouve aussi que vous évoquez l'actualité de l'époque. C'est assez étonnant, aussi bien Mitterrand et Rocard aux élections présidentielles que la création de Radio 7. Ça fait partie du contexte. C'est un petit peu l'époque où je suis arrivée moi aussi en France. Donc moi, j'ai fait des chiffres ronds. Elle arrive en 1980. L'histoire se passe, on va dire, en 2000, un petit peu avant. C'est pour situer un petit peu. J'aime bien quand j'écris de situer un peu les choses dans le contexte. Oui, et puis il y a le confinement. Exactement. Donc, en fait, j'avais commencé à écrire le roman avant le confinement. Et après, quand le confinement est arrivé, je me suis dit, mais il faut absolument que je le prenne en compte, même si je ne voulais pas faire une histoire autour de ça. Je pense qu'il y a eu suffisamment de gens qui l'ont fait. Mais je l'ai utilisé brièvement, un petit peu, juste parce que c'est une période qui lui a permis justement de faire le point sur sa relation avec son mari. Et voilà. Et aussi, moi, personnellement, pendant le confinement, comme j'avais déjà commencé à écrire, je me suis dit, si je fais un livre, comme les valeurs ont changé, je pense que cette période-là, ça nous a tous un peu remués. Et je me suis dit, si j'écris quelque chose, c'est pour aider les autres. Il faut qu'il y ait une cause un peu humaine. Et dans mon livre, c'est pas un truc que j'ai fait pour choquer, c'est pour éventuellement pouvoir aider certaines femmes qui sont un peu timides ou voilà. Et il y a Jean Seberg aussi qui apparaît dans ce livre. Oui, parce que c'était mon héroïne, Nancy, elle est américaine. Donc, moi, ça me semblait logique aussi dans cette période-là, Jean Seberg. Puis en plus, dans le film de Denis Berry, qui avait été le mari de Jean Seberg aussi, Last Song, le personnage que je joue est un peu inspiré de Jean Seberg. Donc, peut-être c'est pour ça que j'avais cette femme dans la tête, mais j'ai trouvé que c'était l'endroit où logent les étudiantes vers Montparnasse. C'est exactement à l'angle de là où ça se passe. C'est dégueulasse, la fameuse réplique dans Bout de souffle. Donc, ça me faisait un lien aussi avec le lieu où elle habitait. Alors, ce livre va être un événement parce que c'est quand même un livre pas comme les autres, on ne vous attendait pas là-dessus. Mais en même temps, est-ce que vous rêvez d'en faire un film? Est-ce que c'est aussi le point de départ d'autre chose pour vous? Je pense que je vais continuer à écrire parce que quand j'étais cet été en famille à Montréal et à New York, là, je cherche un peu une inspiration pour un prochain, mais je pense que je vais faire quelque chose de complètement différent. Peut-être d'ailleurs,
écrit en langue anglaise, parce que là, je suis en train d'essayer d'adapter le mien aussi. J'ai commencé juste les quelques premières pages en anglais. Et je trouve qu'il y a une liberté aussi à écrire en anglais. Donc, je vais peut-être faire notre livre en anglais. Mais là, je pense que je partirai sur un personnage beaucoup plus jeune, peut-être 17 ans, quelque chose comme ça. Je ne vais pas faire toujours la même histoire non plus. Voilà, et peut-être un film, justement, parce que des comédiennes et là, un petit ça peu pourrait, mûres. voilà, il manque de rôle pour les femmes de ma génération. Mais je verrais plus, moi, peut-être pour une plateforme, en quelques épisodes, justement. Les Amants, ça pourrait faire des épisodes différents, mais pourquoi pas un long métrage? Enfin, c'est la personne qui sera inspirée pour faire quelque chose avec ça, on verra bien. Voilà, l'appel est lancé, c'est tout le mal que je vous souhaite, Gabrielle Lazur. Ça s'appelle À la recherche du plaisir perdu chez Héloïse d'Ormesson, et c'est effectivement un plaisir de le lire pour les femmes comme pour les hommes. Eh bien, merci Jacques. Merci Gabrielle Lazur, à bientôt. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.